Alors, l'homme qui se noie s'accroche à une paille. On la connaît tous, cette phrase, n'est-ce pas? On l'a entendue, peut-être même utilisée. C'est une image incroyablement forte, immédiate. Mais qu'est-ce qu'elle cache vraiment? Et si, derrière cette formule toute simple, se cachait une histoire bien plus grande? On va plonger ensemble dans cette expression si familière pour y découvrir une histoire européenne, une double lecture morale et même une seconde vie tout à fait inattendue dans la culture moderne. Vrai français. Mots simples. Expressions utiles. Proverbes expliqués. Comprendre le sens. Parler naturellement. Bienvenue sur la chaîne Amer Al-Khatib. Bonjour et bienvenue à nouveau. Entrons directement dans le cœur de notre épisode. Bon, c'est parti. Avant toute chose, il faut bien comprendre ce qu'est cette phrase, sa nature profonde. C'est la définition même d'un proverbe. Ce n'est pas juste une jolie métaphore, hein. Non, c'est un véritable concentré de sagesse populaire, quelque chose qui se transmet de génération en génération pour nous aider à mettre des mots sur des situations que tout le monde connaît. L'image qu'elle nous donne, elle est presque cinématographique. On visualise immédiatement la scène, le danger absolu et ce geste à la fois désespéré et presque absurde pour survivre. C'est cette immédiateté qui lui donne toute sa puissance. Mais d'où vient cette puissance justement? Eh bien, elle vient d'une tension, d'un véritable choc. C'est là que tout se joue, dans ce contraste saisissant. D'un côté, on a le danger extrême, la mort qui approche, et de l'autre, le secours le plus dérisoire qui soit, l'objet le plus fragile, le plus inutile. C'est cette collision frontale entre la gravité absolue et la faiblesse totale qui grave l'image dans notre esprit. En fait, ce que ça décrit, ce n'est pas juste l'espoir. C'est un espoir sous pression, un instinct primaire, un réflexe de survie qui prend le dessus quand la logique, elle, a complètement lâché l'affaire. C'est l'espoir à l'état pur, sans aucun calcul. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment fascinant. La version qu'on utilise aujourd'hui, eh bien, ce n'est que la dernière branche d'un arbre généalogique bien plus ancien. Regardez un peu cette évolution. On part d'une observation très générale, presque une maxime. Quand on se noie, on s'accroche où l'on peut. Puis, au XIXe siècle, l'image se précise. Elle se focalise sur un brin de paille. Et enfin, la forme moderne apparaît, plus personnelle, plus dramatique, en mettant en scène l'homme. Et cette histoire ne s'arrête pas à la France, loin de là. En réalité, elle s'inscrit dans une conscience européenne bien plus large. D'abord, on a notre version, la française, celle qu'on connaît par cœur, claire, nette, percutante. Et puis, il y a son équivalent anglais. C'est presque un miroir. La ressemblance est absolument frappante. Ce n'est sans doute pas une langue qui a copié sur l'autre, c'est plutôt la preuve qu'on a affaire à une grande image européenne de la détresse qui a émergé un peu partout dès le XVIe siècle. Une sorte d'archétype du désespoir qui a trouvé des formes très similaires dans différentes cultures. C'est ici que le proverbe révèle toute sa complexité. Parce que, selon la façon dont on l'utilise, il peut signifier une chose ou son parfait contraire. Par exemple, chez Charles Dickens, le proverbe est utilisé pour montrer la ténacité de l'espoir. Même quand tout est perdu, un personnage s'y raccroche. C'est une vision très compatissante de la nature humaine. À l'inverse, chez Thackeray, l'ambiance change du tout au tout. La phrase devient une critique, une arme pour dénoncer l'illusion, la folie de croire en une solution absurde. C'est une vision beaucoup plus dure, presque cruelle. On a donc bien les deux visages du proverbe. D'un côté, il exprime la compassion, on comprend le dernier recours de la personne désespérée. De l'autre, l'ironie critique, on souligne à quel point son effort est futile. Tout dépend de l'intention de celui qui le prononce. Et pour finir, il faut voir comment cette très vieille image a trouvé une résonance toute particulière dans notre culture contemporaine. En 1987, par exemple, le groupe de rock Marillion a carrément intitulé son album « Clutching at Straws ». Les paroles sont explicites, l'image n'est plus une simple sagesse populaire, elle devient une métaphore de la lutte moderne, du désespoir, peut-être de l'addiction. Le proverbe a donc connu une véritable renaissance esthétique. Il est passé de la sagesse populaire aux grandes questions de notre temps. L'échec personnel, la survie psychologique, l'illusion face à un monde qui nous dépasse. Finalement, c'est peut-être ça le secret de sa longévité.
Cette capacité incroyable à faire tenir ensemble deux extrêmes. D'un côté, l'élan de vie le plus fondamental qui soit, et de l'autre, l'objet le plus trivial qu'on puisse imaginer. Le vital et le dérisoire, dans une seule et même phrase. Alors la prochaine fois que l'on entendra cette phrase, on pourra se poser la question. S'accrocher à une paille, est-ce le signe d'une illusion pathétique ou au contraire la manifestation la plus pure, la plus obstinée de notre volonté de vivre, quoi qu'il en coûte? La réponse, au fond, nous appartient. Merci d'avoir suivi cette petite analyse. Et passons maintenant à l'épisode podcast d'aujourd'hui. Imaginez un instant la sensation glaçante de l'eau qui se referme au-dessus de la tête. Les poumons qui brûlent, le froid qui paralyse les muscles. La terreur absolue, quoi. Ouais, exactement. Et surtout, cette réalisation terrifiante qu'il n'y a plus de sol sous les pieds. En fait, généralement, quand on théorise la résolution de problèmes, on s'imagine un processus hyper rationnel. Presque comme de l'ingénierie. C'est ça. On identifie la menace, on évalue les outils qu'on a sur la table et on applique la solution la plus logique. C'est rassurant, c'est super clinique. On aime tous croire que face au danger, notre cerveau agit comme un super ordinateur imperturbable. Sauf que la réalité biologique, elle est tout autre. Dès qu'une menace devient vraiment existentielle, ce fameux cortex préfrontal, la partie de notre cerveau responsable de cette belle logique dont on est si fier, il est littéralement court-circuité. Il s'éteint. Ouais, complètement. C'est l'amygdale qui prend le volant à ce moment-là. On calcule plus du tout les probabilités de survie. On réagit juste à l'aveugle pour repousser l'échéance de la mort, ne serait-ce que d'une fraction de seconde. Et c'est là que notre rationalité s'évapore totalement. Et pour notre exploration en profondeur, aujourd'hui, j'ai sur mon bureau un vrai petit monticule de documents. Des études en psychologie comportementale, des analyses linguistiques, des vieux textes historiques. Un beau programme ? Ouais, et tout ce tas de recherches tourne autour d'une seule et unique phrase, un proverbe que tout le monde a déjà entendu, mais qu'on a rarement pris le temps d'analyser au fond. C'est le fameux « l'homme qui se noie s'accroche à une paille ». L'idée aujourd'hui de cette plongée, c'est vraiment de comprendre ce que cette petite image révèle sur la psychologie humaine et sur la panique. Et l'image est d'une puissance redoutable en fait, parce qu'elle met en scène deux éléments d'une asymétrie totale. D'un côté, on a l'eau. L'immensité, quoi. C'est ça. Symboliquement et physiquement, l'eau, ça représente l'engloutissement. Elle négocie pas, elle fait pas de pause. Dans notre inconscient collectif, c'est la métaphore parfaite de l'impuissance absolue. Ouais, et ça s'applique à tout. Exactement. Ça peut représenter n'importe quel gouffre, une faillite financière totale, un procès dévastateur, ou même un effondrement émotionnel. Bref, un problème qui nous dépasse totalement en taille et en volume. Ok, décortiquons ça un peu. Parce que face à cette force implacable, quelle est la réponse de l'humain en détresse? Une paille. Une petite paille, ouais. Une simple tige creuse de céréales. C'est la légèreté incarnée. C'est presque du néant, en fait. Ça s'oppose de manière hyper spectaculaire à ce qui serait réellement utile, genre une poutre en chêne, un roc ou une vraie bouée. Mais l'individu saisit le néant. Voilà. Et pour rendre ça un peu plus concret au quotidien, j'ai pensé à une situation beaucoup moins dramatique, mais hyper révélatrice. On a tous été en retard pour un rendez-vous crucial, coincés devant un ascenseur qui tarde à arriver. Oh, je vois très bien où tu veux en venir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appuie 10-15 fois frénétiquement sur le bouton d'appel. Ou alors, quand un ordinateur fige juste au moment de sauvegarder un document super important, on se met à cliquer furieusement sur la souris. En espérant un miracle. C'est ça. Rationnellement, on sait très bien que l'ascenseur ira pas plus vite et que l'ordinateur va pas se débloquer par magie. Et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le mécanisme derrière cette futilité. La métaphore de la paille, elle illustre avec une précision chirurgicale l'illusion de l'action. L'illusion de l'action. C'est fort comme terme. Bah ouais, parce que toute personne dotée de raison sait pertinemment qu'une tige de blé, ça peut pas supporter le poids de 50 ou 80 kilos. Les lois de la physique sont intraitables. Ah ça, l'eau s'en fiche de nos intentions. Exactement. Pourtant, s'accrocher à la paille, c'est pas une erreur de calcul de la part du noyé. Il se dit pas dans sa tête « Ah, cette paille va me sauver ».
C'est en réalité un refus viscéral, vraiment musculaire, d'accepter l'inéluctable. Donc le corps refuse de se laisser faire. C'est exactement ça. C'est le corps qui hurle, qui refuse d'être passif face à la faim. Le mouvement, même s'il est complètement inutile, il donne au cerveau l'illusion éphémère d'avoir repris un semblant de contrôle sur une situation désespérée. Donc en fait, c'est presque une forme de rébellion. Le corps préfère brûler ses ultimes réserves d'énergie dans un geste super dérisoire plutôt que de juste se laisser couler. C'est l'instant de survie à l'état pur. Et ce mécanisme est tellement ancré dans notre ADN que ça m'a poussé à fouiller dans nos archives historiques pour cette exploration. Puisque ce bug de notre cerveau est universel, je me suis demandé à quand remonte la première fois où quelqu'un a couché cette image sur papier. Et l'observation de ce comportement, elle date vraiment pas d'hier. Nos sources montrent que les textes médiévaux regorgent déjà d'allusions à l'homme désespéré qui cherche des prises imaginaires. Ça remonte loin. Quoi, ouais. Et les racines vont même jusqu'à l'Antiquité latine. Les sociétés humaines, très tôt en fait, ont été frappées par cette perte de rationalité face à la mort. D'accord. Mais l'expression, elle commence vraiment à se cristalliser sous sa forme actuelle dans les premiers recueils de sagesse populaire européens autour du XVIe siècle. C'était surtout une sagesse de marins et de paysans. Des gens qui étaient confrontés quotidiennement à la brutalité de la nature, quoi. Exactement. Et là, franchement, ici, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en lisant les notes historiques dans nos sources, je m'attendais à trouver ça chez, un poète obscur ou un vieux loup de mer. C'est souvent le cas pour les proverbes. Ouais. Mais là, l'expression anglaise « A drowning man will clutch at a straw », elle est attestée noir sur blanc en 1534 dans les écrits de Thomas More. Rien que ça. L'ancien chancelier d'Angleterre. C'était l'un des intellectuels les plus brillants et les plus rationnels de son époque. Pourquoi est-ce qu'un homme d'État de cette envergure utiliserait une métaphore paysanne? C'est vrai que le contraste est frappant. Et en regardant le contexte de 1534, tout s'éclaire. C'est l'année de son emprisonnement dans la Tour de Londres. Il attendait son exécution. Le grand juriste voyait toutes ses défenses légales s'effondrer une à une face au roi. Ah oui, la noyade métaphorique par excellence. Exactement. Il était littéralement en train de se noyer dans les rouages politiques et il cherchait ses propres pailles juridiques. Si on relit ça à la vue d'ensemble, l'anecdote de Thomas More, elle prouve vraiment que l'angoisse de la chute ne fait aucune distinction de classe ou d'intellect. Ouais, face à la peur, on est tous égaux. C'est ça, la sagesse populaire s'infiltre dans les hautes sphères parce qu'elle touche à une vérité biologique universelle. D'ailleurs, c'est super intéressant de voir que la formulation évolue selon les sensibilités de chaque époque et de chaque langue. Ah oui, les fameuses variantes linguistiques dont on parlait. Oui, la littérature francophone, par exemple, elle offre une nuance remarquable. Dans les dictionnaires anciens, comme celui du Kittard, la variante classique, c'est souvent « un noyé s'accrocherait à un brin de paille ». Ouais, d'utilisation du conditionnel. S'accrocherait. C'est une différence fondamentale, tu vois. L'anglais « will clutch » pose l'acte comme une fatalité absolue, presque une loi naturelle incontournable. Genre, il va le faire de toute façon. Voilà. Alors que le français a introduit une légère distance philosophique avec le conditionnel. C'est une manière de dire, en gros, mettez n'importe quel homme dans cette situation et voilà ce qu'il ferait, hypothétiquement. C'est une approche plus distanciée. Ouais, mais au fond, le constat clinique de notre fragilité reste exactement le même. D'ailleurs, ce voyage à travers les frontières européennes, ça m'amène au point le plus surprenant de nos documents de recherche. On a bien compris pourquoi la paille a été choisie en Europe, mais comment les autres cultures ont traduit cet effroi face au gouffre? Ils ont leurs propres éléments langage. Exactement. En Italie, par exemple, le proverbe dit « l'annegato s'attaque ai ramuscelli ». En gros, le noyer s'accroche aux brindilles. Bon, là on reste dans le végétal. C'est la même idée de base. Ouais, une brindille, c'est un tout petit peu plus rigide qu'une paille, mais bon, si on tire dessus dans l'eau, ça casse instantanément. C'est sûr. En Chine, l'adaptation est purement agricole. On parle de s'agripper à une paille de riz. Donc l'idée du néant végétal est préservée. Mais, et c'est là que c'est fou, en épluchant la liste, je suis tombé sur la variante turque. Et là, franchement, j'ai dû relire 3 fois la traduction. Ah oui, la version turque. C'est vrai qu'elle marque une rupture majeure dans l'équation du proverbe. C'est le moins qu'on puisse dire. La traduction littérale, ça donne un truc du genre « celui qui tombe à la mer s'accroche même à un serpent ».
Mais attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Ça change absolument tout. L'échelle de la menace n'est plus du tout la même. Bah oui, attraper une paille, on est d'accord, c'est inutile, c'est triste, ça ne nous sauve pas, mais c'est totalement inoffensif. Une paille ne fait de mal à personne, hein, ouais. Voilà. Mais attraper un serpent dans l'eau, c'est activement dangereux. C'est inviter une morsure mortelle. C'est clair. Est-ce que ça veut dire qu'à l'instant de la panique extrême, non seulement on perd notre logique, mais on devient purement et simplement autodestructeur? Genre, on choisit d'accélérer notre propre fin. Cela soulève une question importante sur la manière dont notre cerveau hiérarchise les menaces. Comment ça? À première vue, oui, c'est un comportement suicidaire. Mais du point de vue purement neurologique de l'homme qui se noie à cet instant précis, c'est un calcul de survie extraordinairement court-termiste. Ah, un calcul, carrément. Oui, la version turque est sublime, cette idée-là. Face à un danger imminent, l'amygdale classe les risques sur un axe temporel très strict. Ok, je te suis. Le gouffre de la mer, l'eau, ça représente une mort immédiate, certaine, à 100% dans les 10 secondes qui suivent. Le serpent, en revanche, c'est une menace secondaire. Secondaire. Mais c'est un serpent. Oui, mais c'est peut-être un serpent venimeux, ou peut-être pas, et même s'il mord, le poison mettra peut-être quelques heures à agir. Ah, je vois. C'est le choix d'un délai, en fait. Exactement. On préfère largement mourir d'une morsure de serpent sur la berge dans 3 heures, plutôt que d'avoir les poumons remplis d'eau dans 30 secondes. C'est fou. C'est embrasser un péril certain pour échapper à un autre péril encore plus immédiat. On cherche plus du tout une solution viable, on achète du temps. Même si ce temps est empoisonné. Voilà, on achète un sursis de quelques minutes. Même si le prix à payer, c'est une autre forme de destruction. Ça montre vraiment à quel point, sous l'emprise de la terreur absolue, l'être humain perd toute capacité à évaluer les dommages collatéraux. La seule chose qui compte, c'est l'instant T. Exactement. Le serpent offre du volume, tu vois, une matière à empoigner, quelque chose qui flotte un minimum. Le danger qu'il représente est tout simplement ignoré par un cerveau qui a déjà un pied dans la tombe. C'est quand même terrifiant d'imaginer notre propre cerveau nous pousser à attraper un serpent. C'est un instinct animal très basique, au fond. Mais bon, éloignons-nous un peu de l'eau, car, évidemment, très peu de gens se noient littéralement au quotidien. La raison pour laquelle toutes ces expressions ont traversé les siècles, c'est qu'elles s'appliquent à nos vies terrestres modernes, tu vois. Le concept de la paille est partout. Oh oui, bien au-delà des océans. D'ailleurs, dans la littérature du 19e siècle, si on prend des auteurs comme Charles Dickens par exemple, ce proverbe est régulièrement utilisé. Pour illustrer quoi du coup? Surtout pour décrire des personnages pris au piège des bouleversements de la société industrielle. Quand les vieilles structures sociales s'effondrent, l'individu, privé de repères, se raccroche à des combines absurdes, à des croyances éphémères. Juste pour avoir un semblant de stabilité. C'est ça, pour pas sombrer dans la misère. Les traducteurs en philosophie l'emploient aussi beaucoup pour illustrer cette angoisse existentielle face au vide de sens. Mais tu sais, ça va bien au-delà de la philosophie romantique. En préparant ce dossier, j'ai compilé des tonnes d'articles de la presse économique et politique récente. Et on le voit beaucoup? Ah! C'est fascinant de voir à quel point l'expression est universelle. Et impartiale, je tiens à le préciser. Les sources montrent une symétrie parfaite. On trouve ce proverbe utilisé par des commentateurs de tous les bords politiques. C'est devenu un outil rhétorique. Exactement. Les éditorialistes de gauche l'utilisent pour pointer du doigt les stratégies désespérées des partis de droite, et les journaux de droite s'en servent exactement de la même manière pour critiquer les mesures de gauche. C'est l'arme rhétorique absolue. Et comment il illustre concrètement alors ? Par exemple, on l'utilise pour décrire un chef de gouvernement dont la popularité est en chute libre et qui annonce soudainement un remaniement ministériel complètement incohérent. La fameuse mesure de la dernière chance. Voilà. Ou alors, dans le monde des affaires, un PDG d'une énorme multinationale qui voit l'action de son entreprise s'effondrer après un scandale toxique et qui décide le lendemain d'annoncer quoi ? Un changement de logo. Ah, voilà un exemple parfait de la paille corporate. N'est-ce pas ? Le changement de logo face à une faillite structurelle. C'est du manuel.
La direction d'entreprise semble augmenter. La seule solution réelle, ça serait une refonte en profondeur, des excuses publiques, un vrai changement de modèle économique. Le fameux roc ou la poutre en chaîne dont on parlait au début. C'est ça. Mais c'est trop lourd, trop lent à mettre en place, et l'entreprise étouffe maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pond d'une distraction médiatique grossière, on s'agrippe à une campagne marketing bien colorée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Au-delà de la petite anecdote historique, comment les gens qui écoutent cette exploration peuvent utiliser ces grilles de lecture au quotidien? C'est la vraie question. Ouais. Face à un leader, une entreprise, ou même juste un collègue en difficulté, comment on fait pour détecter qu'on est en face de quelqu'un qui brandit une paille argumentaire plutôt que de construire une vraie solution? C'est quoi les signaux d'alarme? Le symptôme le plus évident de la paille, c'est la disproportion radicale. La disproportion. Ouais. Quand une solution proposée est infiniment trop simple, trop rapide ou vraiment trop tape à l'œil par rapport à l'immensité et à la complexité d'un problème donné. Ça, c'est un drapeau rouge. C'est un immense drapeau rouge. Là, il y a de fortes chances qu'on observe quelqu'un en pleine noyade métaphorique. Une vraie stratégie, ça demande du temps, de l'ancrage, de la préparation. La paille, elle est toujours saisie dans l'urgence. Et ça marche jamais. Non, jamais. C'est l'indicateur universel que le jugement rationnel a cédé la place à la panique de l'échec. La personne ou l'entité ne cherche plus à résoudre la crise de fond, elle cherche désespérément à soulager son anxiété immédiate par le mirage de l'action. C'est l'action qui remplace la réflexion en fait. C'est exactement notre syndrome du bouton d'ascenseur, mais appliqué à l'échelle de l'économie mondiale ou de la politique. Tout à fait. En parcourant tout ça, de la Tour de Londres en 1534 avec ce pauvre Thomas More jusqu'aux salles de marché d'aujourd'hui en passant par ce fameux serpent turc, on réalise que cette petite phrase est un miroir d'une lucidité redoutable. Elle en dit long sans nous, hein. Ouais. Elle nous enseigne que peu importe l'étendue de nos connaissances ou la sophistication de nos technologies, face à la peur primale de la perte, notre belle et fière rationalité est toujours la première à passer par-dessus bord. C'est inévitable. La force brute de l'instant de survie nous aveuglera toujours sur l'inefficacité de l'outil qu'on saisit. On regarde même plus si la brindille peut flotter, on a juste ce besoin viscéral de serrer les poings sur quelque chose. Et cela nous amène à une réflexion indispensable, je trouve, sur l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Ah ouais? C'est-à-dire, Bien sûr, la plupart d'entre nous ne risquent pas leur vie face à des bêtes sauvages ou des tempêtes maritimes comme au XVIe siècle. Mais le niveau d'anxiété générale, lui, n'a pas vraiment diminué. c'est sûr, il a juste changé de forme. Il s'est déplacé, dans notre société moderne, hyper connectée, caractérisée par une surabondance absolue d'informations, des alertes infos en continu sur nos téléphones et un sentiment pesant de crise permanente, qu'elle soit écologique, économique ou sociale. Ça fait beaucoup à gérer, hein? Oui, et cet environnement numérique génère une quantité phénoménale d'eau métaphorique, une vraie marée d'informations qui menace chaque jour de nous noyer sur le plan cognitif. C'est très juste. Le gouffre aujourd'hui, c'est ce flux constant qui donne l'impression qu'on perd pied face à la marche du monde. Exactement. Et le corollaire de cet océan d'angoisse, c'est que notre société produit simultanément d'innombrables pailles virtuelles. Des pailles virtuelles? Oui, l'économie de l'attention a très bien compris ce mécanisme de panique, tu sais. Pensez aux solutions miracles vendues en un clic sur les réseaux sociaux, genre pour devenir rentier en 30 jours ou pour régler des traumatismes psychologiques profonds avec une simple cure de jus de légumes. Ah oui, les remèdes miracles sur TikTok ou Instagram. C'est ça. Pensez aussi à certaines tendances de développement personnel hyper simplistes qui promettent la paix intérieure instantanée face à un monde chaotique. Ou encore aux discours populistes qui offrent sur un plateau d'argent des boucs émissaires super faciles pour expliquer des problèmes géopolitiques d'une complexité vertigineuse. C'est tellement vrai. Ce sont des pailles numériques parfaitement conçues pour des cerveaux qui ont l'impression de couler et qui cherchent n'importe quoi à quoi s'agripper. Des pailles numériques. C'est fort. On clique, on adhère à un discours simpliste, on achète la formation miracle en ligne,
Non pas parce qu'on y croit vraiment après une analyse poussée, mais juste parce que ça donne l'illusion de reprendre le contrôle pour les 5 prochaines minutes. Voilà, ça flotte juste assez longtemps pour calmer l'amygdale. C'est presque le serpent moderne dont on parlait tout à l'heure. Bah oui, totalement. On embrasse parfois des idées dangereuses ou des remèdes vraiment toxiques, simplement parce qu'ils offrent une bouée immédiate. Aussi illusoire soit-elle, ça rassure face à l'incertitude écrasante du long terme. Waouh, ça remet pas mal de choses en perspective pour la vie de tous les jours. Alors, au lieu de s'asseoir confortablement pour observer avec condescendance ce fameux noyer des anciens proverbes, on ferait peut-être bien de retourner le miroir vers nous. On est tous se noyer, à un moment ou à un autre. Exactement. Face à cet océan d'urgence, de notifications et de discours anxiogènes qui déferlent chaque matin sur nos écrans, il y a une vraie question à se poser pour ceux qui nous écoutent. À quelle paille on s'accroche, ouais. C'est ça. À quelle paille numérique s'accroche-t-on tous les jours, de manière presque automatique, simplement pour avoir la douce illusion qu'on flotte encore un peu au-dessus des eaux troubles? C'est une excellente question pour conclure. Une vraie réflexion à garder en tête la prochaine fois que l'instinct de panique viendra frapper à la porte, que ce soit au travail ou devant son smartphone. C'était une plongée fascinante. À très vite pour une prochaine exploration en profondeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, regardez aussi nos vidéos précédentes.